Bonjour à vous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette deuxième vidéo. J'imagine que si vous êtes ici avec moi, c'est qu'une des préoccupations que vous avez, c'est la retraite. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi il ne faut plus compter sur notre système de retraite et comment préparer vos propres solutions pour obtenir des revenus complémentaires à vie. Dans la première partie de cette vidéo, nous verrons comment notre système de retraite fonctionne. Et vous pourrez constater qu'il n'est pas tenable sur le long terme. Le problème avec la retraite, c'est que personne ne sait combien il va toucher. Avec cette vidéo, vous pourrez estimer votre pension et vous risquez, comme de nombreux Français, d'être très déçus. En 2060, nous aurons autant d'actifs que de retraités, et à l'heure actuelle, les pensions des retraités dépassent presque les salaires des actifs. Le système étant quasi faillite et vous découvrirez ici pourquoi. Notre système fonctionne actuellement à crédit, nous le savons bien, mais les réformes nécessaires sont considérables si nous voulons équilibrer le système. Aujourd'hui, vous avez donc trois options. 1. Vous ne faites rien, vous faites confiance au système et vous attendez que ça se passe. 2. Vous vous limitez à épargner quelques milliers d'euros chaque mois, et chose qui n'est pas efficace, nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. 3. Vous mettez en place une vraie stratégie efficace grâce à l'immobilier. Nous verrons quelles stratégies peuvent être mises en place pour limiter votre dépendance au système actuel. Nous avons vu dans la dernière vidéo que l'investissement immobilier était bien plus efficace à long terme que les placements financiers. Nous verrons alors ensemble comment trouver les immeubles à haut rendement qui s'autofinancent pour limiter votre effort financier au maximum. Nous reviendrons pour terminer sur les 6 erreurs à éviter si vous souhaitez investir dans un immeuble de rapport à haut rendement. Mais tout de suite, voyons comment notre système de retraite fonctionne. Alors, comment fonctionne notre système de retraite? C'est tout simple. D'un côté, on a les cotisants, ici en rouge, qui versent des cotisations et qui vont tout simplement être destinés aux retraités, ici en blanc. Alors, quand le système est à l'équilibre, et ça on cherche à l'avoir à tout moment, les prestations sont égales aux cotisations. Alors les cotisations, c'est le taux de cotisation fois le revenu moyen, fois le nombre de cotisants. Et les prestations, c'est les pensions moyennes fois le nombre de retraités. Donc pour un système à l'équilibre, on a d'un côté les prestations qui doivent être égales aux cotisations. Le problème ici, c'est qu'on voit que la réalité est un peu différente. On a des pensions qui augmentent, en tout cas qui sont bien plus élevées qu'il y a quelques années. Le nombre de retraités, lui aussi, il augmente, nous le verrons un petit peu plus tard dans les slides, c'est quelque chose d'assez incroyable. Voilà. Le taux de cotisation, lui, il est calculé, mais évidemment, pour pallier à tout ça, vous verrez que le taux de cotisation risque d'augmenter très fortement. Bon, les salaires, j'en parle pas, hein, ils ont tendance plutôt à stagner en ce moment. Et les cotisants, le nombre de cotisants, lui, vous verrez qu'il diminue en proportion de la population, il diminue fortement. Voilà, donc cet équilibre doit être respecté à tout moment, et c'est bien là le problème. Alors, aurez-vous une retraite? Donc il y a deux magazines, enfin deux parutions du magazine Capital, une parution en 2010 et l'autre en 2013, je vous ai mis les références ici, et qui vous permettent finalement de vous faire une assez bonne idée de la retraite que vous aurez par métier et par âge. Dans ces deux études proposées par Capital, vous allez découvrir des cas réels en fonction de votre catégorie. N'hésitez donc pas à mettre cette vidéo sur pause pour estimer votre propre retraite. Le taux de remplacement, c'est le ratio entre votre pension et votre dernier salaire. Vous verrez que nous ne sommes pas tous égaux devant la retraite. Je vous laisse donc en tirer vos propres conclusions. Alors, voici le résultat de la dernière étude. On a 9 catégories, et les employés, les commerçants, les fonctionnaires, les cadres, les consultants, les médecins, les avocats, les cadres sup et les cadres dirigeants. Donc c'est en fonction finalement de beaucoup de paramètres.
Là, en fait, on voit en blanc, ce qui est marqué en blanc, c'est le taux de remplacement. Donc, qu'est-ce que le taux de remplacement? C'est le ratio entre la pension de retraite et le dernier salaire. Donc, si vous avez 100%, par exemple, ça veut dire que votre retraite est identique à votre salaire. Si vous avez un chiffre relativement bas, comme ici pour les consultants, à 18,7%, c'est que vous avez une perte finalement de pas loin de 80%, un petit peu plus même. Voilà, donc là vous voyez le salaire, le dernier salaire et la retraite moyenne. Donc c'est assez édifiant, hein. On voit que les taux de remplacement varient entre 18,7 pour les consultants et 60,1 pour les fonctionnaires. Alors, on va prendre l'exemple de Monsieur Martin. Donc lui, son dernier salaire, en fait, c'est tout simplement 50 000 euros dans l'exemple qu'on a pris. Donc on va regarder finalement sur la grille, on voit que le taux de remplacement est à 32,7 et donc on va pouvoir calculer sa pension. Alors c'est évidemment une estimation, hein, c'est approximatif. Chaque régime est différent, il y a des petits calculs aussi qui dépendent du salaire évidemment. Donc là on passe de 50 000 à 16 350. Donc la pension évidemment on a une baisse de quasiment 70% des revenus. Alors voici les chiffres de l'étude, hein. En bas on a le taux de remplacement et en haut on a les pensions de retraite. Alors on voit pour chaque catégorie le salaire qui a été pris en compte pour cette étude, donc c'est un salaire qui est relativement représentatif de la catégorie, et l'âge moyen de rentrer sur le marché du travail. En haut on voit 56, 58, 53, 55, 50, 52, ça c'est l'âge que vous avez actuellement. Vous verrez que plus vous êtes jeune, plus votre pension prévisible va diminuer. Donc vous pouvez vous inspirer un petit peu de ces chiffres-là, n'hésitez pas à arrêter la vidéo ici et de voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Alors on va prendre un exemple concret, hein. Aujourd'hui on a un cadre qui a 52 ans, son salaire actuel c'est 50 000 euros, donc c'est ce qu'il espère avoir juste avant la retraite. Et donc on calcule son taux de remplacement par rapport au tableau. Donc la pension estimée va être de 24 850. Alors je vous laisse voir avec vos propres chiffres, hein. Voilà, ça vous donne une idée de la retraite que vous pouvez avoir. Alors voici le taux de remplacement par catégorie pour les moins de 40 ans, hein. On voit que les fonctionnaires sont privilégiés, hein, en termes de taux de remplacement. Et comme on l'a vu juste avant, voilà, certaines autres catégories sont un petit peu pénalisées par ce taux de remplacement. Les avocats et les consultants sont les moins bien lotis avec les cadres dirigeants. C'est certainement dû à un taux de cotisation un peu plus faible. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le montant des cotisations pendant toute la durée d'une vie de travail sont très faibles par rapport à ce qu'on gagne à la fin, à la sortie en retraite. Essentiellement dû au fait qu'on reste à la retraite en moyenne 20 à 25 ans. Voilà, très rapidement, c'est un graphique proposé par le Journal du Net, qui a été fait en 2011, hein, j'en ai pas trouvé des plus récents, qui propose la retraite moyenne, donc en fonction des catégories. Donc là, c'est des catégories un petit peu différentes, et on a le régime des salariés en rouge et le régime des non-salariés en bleu. On voit que les retraites ne sont pas fabuleuses. Alors, oui, un système en quasi-faillite. Quand on regarde la pyramide des âges, hein, vous vous rappelez de ce que vous avez vu certaines fois à l'école, on a en 1950 une pyramide des âges qui est tout à fait logique, hein, avec à la base les baby boomers, comme on dit, hein, dont je fais partie aussi. En 2030, la pyramide des âges est vraiment très très différente. C'est-à-dire que les 80 ans et plus, vous voyez ici, forment une population assez importante. Voilà, donc la démographie est très différente de celle des années 50, date à laquelle notre système de retraite a été mis en place. Alors sur cette vidéo, voilà, là je la fais défiler, hein, vous voyez, c'est très simple. Nous sommes partis en 1920 et nous arrivons en 2060. C'est une simulation qui est proposée par l'INSEE, hein, sur son site, vous pouvez tous y accéder. Et donc ici, on a la possibilité de mettre des tranches d'âge. Donc vous voyez en vert, c'est la tranche d'âge des jeunes, hein, tout simplement ceux qui ne sont pas en âge de travailler, avec l'âge moyen.
on voit que l'âge moyen finalement va démarrer relativement bas et plus le temps va passer et vous verrez que plus l'âge moyen de premier travail est tardif. Voilà, ça, ce qui posera aussi quelques petits problèmes. Et en haut, donc la partie orange, c'est les retraités, les actifs étant en jaune. Voilà, donc là, vous voyez aussi que la frontière, au fur et à mesure du temps, risque de baisser, hein, tout simplement. L'âge légal de départ à la retraite était à 65 ans, il a été abaissé à 60 ans. Normalement, si on est cohérent avec cette simulation, on devrait repasser à 65 ans en très peu de temps. Voilà. Années 40-45, là, on entre dans le marché du travail à 17 ans. Voilà, et donc l'âge de départ à la retraite effectif, hein, il n'y a pas réellement d'âge légal, lui, il va diminuer très progressivement, et l'âge de rentrée sur le marché du travail, lui, va augmenter. Alors vous voyez bien que la proportion du nombre de retraités augmente fortement, celle du nombre de jeunes augmente légèrement, et donc la population active, finalement, elle a tendance un peu à diminuer. Alors ce qu'on voit, c'est très simple, hein, c'est que le nombre de cotisants, lui, chute, c'est vraiment une chute, et le nombre de retraités, lui, augmente fortement. Donc arrive un moment où ça devient un petit peu problématique. Donc là, dans ce graphique, en fait, on voit le nombre d'actifs en pourcentage de la population. On voit qu'il était à 70% de la population en 1920, et aujourd'hui, on est autour de 42-43% de la population totale. Et on se dirige tout doucement en 2060 vers 35%. D'un autre côté, la masse des jeunes, finalement, le nombre de jeunes, lui, reste assez stable, hein. On reste entre 20 et 30% de la population. Évidemment, plus on a de jeunes, plus on a d'actifs plus tard. Donc c'est quelque chose d'assez important. La masse des chômeurs, en fait, c'est très variable, hein. Là, sur la simulation, en fait, on est resté à peu près à 10%. Donc on voit que le chômage a vraiment augmenté dans les années, je dirais, à la fin des années 70-80. Avant, on était vraiment à 2-3% de la population totale. Aujourd'hui, on arrive plutôt autour de 5%. Donc on voit en violet en fait que le nombre de retraités, lui, augmente fortement. On était à 5% de la population totale, hein, c'est tout simple, hein, la durée de retraite à l'époque, en 1920, était très faible, hein, on avait quelques années à vivre seulement en moyenne, si on arrivait jusque-là. Et là, on voit que dans les années 70, on a eu quand même la baisse de l'âge de départ en retraite années 70-80, qui a eu un impact assez fort, hein. On voit que la courbe commence à augmenter dès ce moment-là. Et donc, on arrive progressivement à 35% en 2060. Voilà, c'est des prévisions, hein, basées sur l'espérance de vie. Donc, on se rend compte finalement qu'il y aura autant de retraités que d'actifs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les retraités, il y a aussi les chômeurs et il y a aussi les jeunes. Donc, la population d'actifs, finalement, doit faire vivre tout ce petit monde. Donc, voilà, quand on regarde le ratio, le fameux ratio entre les actifs et les retraités, c'est quelque chose d'assez intéressant à voir. En fait, on se retrouve aujourd'hui à 1,8 à peu près actifs pour un retraité. Voilà, donc c'est un ratio très mathématique, hein. Là, je reviens pas sur l'intérêt de la retraite ou pas, hein, voilà. Alors, un autre ratio qui est très intéressant, hein, à regarder, c'est le ratio actif sur inactif. Inactif, évidemment, on compte les retraités, les chômeurs et les jeunes. Voilà. Donc quelque part, c'est un ratio qui est très parlant. En 1920, on était à 2,5 à peu près d'actifs pour un inactif. Aujourd'hui, on arrive à 0,78. Ça veut dire qu'il y a plus d'inactifs que d'actifs. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. On revient sur des chiffres de l'INSEE. Les chiffres suivants, ce sont des projections, évidemment, donc basées sur un taux de fécondité, tout un tas de choses assez intéressantes. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les études de l'INSEE sur ce point précis. Alors, maintenant, voilà, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le ratio des actifs et des inactifs, on l'a vu tout à l'heure. Donc on voit que le nombre d'actifs, lui, est relativement stable en fait sur le temps. On reste voilà, entre 25 et 30 millions de personnes en France qui sont actifs, donc qui sont au travail. Alors en 1920, on voit qu'il y a très peu d'inactifs, hein, finalement. Il y a à peu près 10-11 millions. On voit qu'il y a un choc aussi juste après la Deuxième Guerre mondiale.
mais le nombre d'inactifs, lui, n'a cessé de croître depuis les années 50. Et on voit qu'aujourd'hui, le nombre d'inactifs est bien supérieur au nombre d'actifs ici en bleu. Alors juste pour vous donner quelque chose d'un petit peu plus visuel, et quelque chose qui est un peu plus facile à voir en fait, sur 1000 personnes, on a 430 personnes qui sont actifs travaillants, donc à peu près 43% de la population. On a 48 personnes qui sont au chômage. On a 276 personnes qui sont des jeunes, tout simplement. Donc on voit que là, c'est quasiment 27% de la population, hein, plus d'un quart. Et on voit qu'en 2014, on a 246 personnes qui sont à la retraite. Donc là, c'est un quart de la population aussi. Donc si on refait les prévisions pour 2040, on se rend compte que la masse de personnes travaillant, donc les actifs travaillants, diminue. On a 387 personnes, c'est une estimation bien sûr. Le nombre de chômeurs, lui, est stable, hein, tout simplement, hein. Je crois qu'on est, vu que c'est proportionnel au nombre d'actifs travaillants, c'est légèrement en légère baisse. Donc ça baisse à peu près de 10%. Évidemment, plus on a de personnes âgées et moins les personnes font d'enfants, hein, ce qui est logique, hein. C'est tout simplement le problème des pays qui vieillissent, hein, l'Europe, l'Asie, c'est souvent le même cas. Voilà. Et le nombre de retraités, lui, il passe à 33%, donc on a 332 personnes sur 1000. Voilà, donc là, on voit bien que le nombre d'actifs travaillants diminue de 10%, le nombre de chômeurs, lui, diminue parce qu'il est proportionnel finalement aux actifs travaillants. Le nombre de jeunes, lui, diminue un petit peu plus fortement, et le nombre de retraités, lui, il explose. C'est-à-dire qu'on arrive à plus 35% en seulement, je dirais, 26 ans. 26 ans, ça passe très vite. Voilà, donc là, on a un chiffre, une proportion de la population. On voit bien qu'il y a un tassement, que le nombre de retraités représente de plus en plus de portions de la population française. Donc, quelles sont les réformes pour que ce système reste à l'équilibre en fait, hein, et quels sont les impacts sur vos revenus futurs? Vous verrez que ça a un très fort impact, surtout si vous dépendez uniquement des pensions de retraite pour vivre. Alors, on l'a vu, les cotisations ne sont pas suffisantes, donc forcément, on va augmenter les cotisations. Donc, pour les cotisants, on va augmenter les cotisations de manière importante. Les impôts, évidemment, on voit qu'on n'a plus trop le choix. On peut plus trop s'endetter, donc le dernier levier, c'est les impôts. Malheureusement, ça a un impact sur la croissance, mais là, on ne fait pas de l'économie. L'âge de départ, évidemment, il a été très généreux pendant des années, donc tous ceux qui sont partis peuvent en bénéficier, et tant mieux pour eux. Pour les suivants, c'est pas du tout la même histoire. C'est-à-dire que moi, j'ai calculé par rapport à mon nombre d'années de cotisation, si tout se passe bien, ça devrait être 73 ans pour moi. Voilà, parce que j'ai travaillé un petit peu à l'étranger. C'est le cas de beaucoup aujourd'hui. Et le problème, c'est que 73 ans, voilà, ça fait un peu loin par rapport aux 60 ans annoncés aujourd'hui. Au niveau des retraités, évidemment, les pensions, on ne pourra pas les laisser à un tel niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reste à des pensions qui sont quasiment au même niveau que les salaires des actifs. Voilà. Donc c'est absolument pas tenable, hein, surtout quand on voit le ratio qui diminue. Donc c'est quelque chose à prendre en considération. C'est pour ça que j'ai mis un peu une flèche assez rouge. Vous comprendrez pourquoi j'irai par la suite. Alors évidemment, les impôts, hein, les retraités bénéficient de plus petites retraites que les salaires, donc forcément ils payent moins d'impôts. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, on ne pourra plus seulement taper sur les cotisants, il faudra forcément demander un effort à tout le monde. Pour les cotisations, selon les préconisations du corps, on devrait augmenter les cotisations de 38,6%. Les impôts, j'en parle pas. Et l'âge de départ normal pour un système à l'équilibre, selon le corps, toujours pour 2050, il faudrait un âge de départ à 71,6 ans en moyenne. Donc vous imaginez bien que certains régimes spéciaux sont encore à 60 ans ou à 62 ans. Si on passe à 71 ans en moyenne, ça risque d'être très problématique pour beaucoup. Bon, les pensions, là, c'est encore toujours la même préconisation du corps. Elle parle de 36% de baisse des pensions. Donc plus on attendra,
pour réformer, plus la sanction sera lourde au niveau des pensions et plus l'effort sera important du côté des cotisants également. Alors les conséquences pour votre retraite sont relativement importantes. L'augmentation de l'âge légal, hein, comme le préconise le corps, on est à 71 ans, plus de 71 ans, ça risque de faire un petit peu beaucoup pour certains. Et la durée de cotisation, c'est exactement ça qui est problématique, parce qu'aujourd'hui, les jeunes rentrent sur le marché du travail à 24 ans. Donc si on fait 41 ou 42 ans de cotisation, vous voyez tout de suite que on arrive tout de suite à 66 ans. Voilà. Là, on parle aussi des diminutions importantes des pensions. Il faut être clair qu'il y a deux moyens de diminuer les pensions. Soit on laisse courir l'inflation et donc on ne revalorise pas les pensions. Donc c'est une dévaluation finalement de la monnaie qui fait que les pensions ne sont pas touchées, mais leur valeur réelle, elle, baisse. Voilà, c'est quelque chose qui est très courant, hein. Vous demandez aujourd'hui à un retraité sa pension, si ça fait 20 ans qu'il a la retraite, vous verrez qu'on est autour de 400-500 euros seulement. Voilà, et parce qu'à l'époque c'était en francs et qu'il y a eu un petit peu d'inflation entre-temps. L'arrêt des indexations sur l'inflation, bon déjà c'est clair que si on laisse courir l'inflation, c'est pas pour revaloriser tous les salaires derrière. Donc la perte de pouvoir d'achat risque de se faire un peu de ce côté-là. C'est très fortement probable. Je pense qu'on en arrivera là malheureusement. L'augmentation de la pression fiscale, hein, donc là je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Donc le nivellement des pensions pour les plus hautes, hein, pour ceux qui toucheront 2, 3, 4 000 euros, hein, même s'ils ont cotisé énormément. Donc c'est potentiellement un problème pour ceux qui touchaient des forts salaires. Aujourd'hui, 95% des Français dépendent de leur pension pour vivre. Nous allons voir maintenant les méthodes qui permettent de limiter votre dépendance au système de retraite. Alors les solutions pour vous y préparer, tout simplement ne comptez plus sur les régimes de retraite actuels, hein. On sait que les caisses sont mal gérées, on sait que les caisses sont vides, hein, depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui on paye les retraites avec de la dette et vous paierez bien plus que vous toucherez, ça c'est clair. Vous pouvez racheter des points mais ça ne va pas faire grand chose, sauf si vous êtes vraiment tout près de la retraite. Voilà. Et donc l'idée c'est de préparer votre propre retraite, hein, ne plus dépendre des politiques, de la démographie, de la croissance économique, de la gestion des caisses. Voilà, l'idée c'est vraiment de prendre en main son avenir, de trouver des solutions, hein. C'est ce qu'on propose de faire dans ces vidéos. Voilà, et l'idée c'est d'atteindre l'indépendance financière, hein, devenir rentier. Alors évidemment, en France ça devient un petit peu un gros mot, hein, de devenir rentier, hein, mais bon, finalement, quelqu'un qui est à la retraite n'est ni plus ni moins qu'un rentier aussi. Donc c'est exactement la même chose, sauf que lui dépend du système, il dépend de toutes les autres personnes. En étant rentier, en investissant vous-même, vous générez des revenus complémentaires qui sont importants, qui vous permettent finalement de vous libérer du travail, de passer le temps là où vous avez envie de le passer, hein. Généralement, on ne s'arrête pas de travailler. Voilà, ceux qui sont actifs font toujours quelque chose, il y a toujours des projets intéressants à faire. Et dans tous les cas, ça vous libère l'esprit, donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors là, on voit finalement la courbe des revenus sur toute une vie. Donc il y a la partie études, la partie vie active et la partie retraite. Et donc là, on voit en jaune, hein, donc la courbe de consommation. On voit que au début, finalement, on a besoin de consommer un petit peu plus qu'on gagne, hein, tout simplement. Quand on est étudiant, c'est pas forcément très évident de faire les deux. Tout au long de notre vie, si tout est bien fait, on épargne. Et au moment de la retraite, généralement, c'est plus de la désépargne. Voilà, donc là, c'est la théorie du cycle de vie mise en valeur par Modigliani en 1963, hein, dans son étude. Donc c'est une courbe qui est relativement intéressante à voir. Et on verra que ça a beaucoup d'impact sur la suite et sur les revenus que vous voulez générer. Alors là, on voit exactement la même chose, hein, cette courbe, sauf que là, on va regarder un petit peu à côté, c'est-à-dire qu'on va regarder le patrimoine au cours de la vie. On voit que la première partie de la vie, hein, on s'endette. On s'endette d'abord pour les études, ensuite pour une maison, pour de l'immobilier. Et on voit que le patrimoine, il grandit jusqu'au moment de la retraite, et après, il a tendance à faire le chemin inverse. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut prévoir.
Le patrimoine net, ça peut être le financier, ça peut être l'immobilier, ça peut être un petit peu tout. Voilà. Alors, comment limiter votre dépendance au système actuel? D'un côté, on a une perte de revenus, donc qui vient du travail, et de l'autre côté, si on fait ce qu'il faut dès le départ, en fait, on va mettre en place des revenus complémentaires qui vont compenser. Donc, ce qu'on appelle les revenus alternatifs. Alors, qu'est-ce que la rat race? C'est tout simple. Souvent, quand on parle de rat race, là, on met finalement une petite roue de hamster avec une personne comme ici. Alors, Monsieur Martin, lui, va au travail tous les matins. Il passe 100% de son temps pendant 43 ans, bientôt un peu plus. Et pour ce travail, hein, il a des revenus finalement qui stagnent pendant des années. Ces hausses de salaire qui semblent être importantes, finalement, compensent à peine l'inflation. Avec ses revenus, finalement, il va consommer quasiment la totalité pour aller acheter des choses de la vie courante, voilà, pour payer les études de ses enfants, pour payer sa télé, pour payer ses factures, etc. Donc il va consommer dans ce cas-là 90% en moyenne de ses revenus. Donc selon une étude patrimoine qui a été faite par l'INSEE en 2013. Et donc, quand il consomme, finalement, il se fait plaisir. C'est ce que j'entends très souvent, hein, c'est ah, on peut se faire plaisir, un carpe diem. Donc, la consommation lui procure une fausse sensation de sécurité. On verra ça pourquoi un petit peu plus tard. Mais finalement, la roue de hamster, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, ça tourne, ça tourne, ça tourne. S'il arrête de travailler, il a plus de revenus, il peut plus consommer, il est malheureux. Voilà, c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Alors, quelles sont les alternatives à ça? C'est tout simple, hein, on arrête de consommer. Alors évidemment, quand je dis arrêter de consommer, il ne s'agit pas de vivre en ermite dans une forêt, etc. Donc c'est de mettre en place une stratégie adaptée. Donc il va pour ça prendre une partie de ses revenus pour un projet, donc un projet qui va financer essentiellement par une banque. Donc ces revenus vont lui servir finalement de levier et de faire valoir auprès de la banque. Donc avec le financement, il va acheter un investissement, il va investir dans l'immobilier par exemple. Cet immobilier va générer des revenus qui vont revenir vers Monsieur Martin. Donc là, en fait, on va, au lieu d'être dans un cercle de consommation, donc à plus pouvoir s'arrêter, finalement, on entame un cercle vertueux. Et donc, au bout d'un moment, le financement s'arrête, tout simplement, hein. Soit il rembourse parce qu'il a le cash, soit il attend la fin. Si le financement s'arrête, il n'a plus besoin de ses revenus finalement pour injecter de sa poche, en fait. S'il a plus besoin de ces revenus-là finalement et qu'il a des revenus par ailleurs, en fait, il a plus besoin d'aller travailler et donc de dépenser 100% de son temps au travail. Donc voilà, une fois qu'il a un investissement, il a des revenus et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'il peut passer au deuxième investissement, troisième, quatrième, etc. Et donc évidemment, une fois que ces investissements tournent tout seuls, finalement, il a pas mal d'argent pour la consommer pour le coup. Sauf que on n'est plus dans la roue du hamster, on est un peu dehors parce que les revenus sont devenus des revenus passifs. Voilà. Passif, ça ne veut pas dire qu'on fait rien du tout, hein, ça veut dire que finalement, il n'y a pas besoin d'activité professionnelle pour le faire. Donc c'est quelque chose qui est assez décrié en France, il faut être clair. On préfère être rentier avec une retraite qu'on a soi-disant bien méritée, donc au crochet de la collectivité, plutôt que de quelqu'un qui a vraiment fait tout par lui-même. Là c'est indécent. Donc c'est quelque chose qu'il faut changer un petit peu. Voilà, c'est les mentalités, hein. Quand on ne sait pas faire forcément d'immobilier, il faut un petit peu donc faut se mettre les mains dans le cambouis, c'est la meilleure solution. Voilà, donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ceux qui le font, généralement, en parlent pas trop, mais aujourd'hui, tout est possible. Donc, on a la possibilité d'investir, comme on l'a vu, dans l'immobilier. Maintenant, il y a différents types d'investissements immobiliers. Selon le type d'investissement, on a des rendements qui sont très différents. Ça va de 2% à 12 ou 15% selon les types d'immobilier. Donc nous, ici, on va privilégier les immeubles anciens. Donc pourquoi les immeubles de rapport? C'est tout simple, on a un gros avantage à investir dans des immeubles, tout simplement parce qu'on a un prix de gros, c'est-à-dire qu'en fait on achète plusieurs appartements, donc forcément on n'a pas le même prix, hein. C'est comme vous achetez pas 1 kilo ou une tonne de patates au même prix, c'est normal. Donc on va avoir un prix qui est bien plus intéressant.
Autre point important, c'est qu'on a finalement peu de concurrence, hein. Si on regarde sur la pyramide des acquéreurs qui est ici, on voit que tout en bas de la pyramide, on a une grosse masse d'acheteurs de résidence principale qui sont là finalement pour consommer et non pas pour investir. Donc quelque part, si ça fait du 4 ou du 5%, c'est pas très grave. Même du 2%, c'est pas un problème, vu que c'est un usage pour y habiter. Ensuite, on a ceux qui recherchent finalement des petits logements, studios, T2, etc. Donc c'est la plus grosse masse des investisseurs, c'est-à-dire que ceux qui veulent investir peuvent acheter n'importe quel appartement et le mettre en location. Le seul problème, c'est que d'autres personnes font exactement la même chose, donc il y a une sorte de concurrence, en particulier sur les studios, et on s'imagine que les studios c'est beaucoup plus rentable parce que c'est plus petit, c'est plus accessible en termes de prix. C'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un prix qui est surévalué. Les studios sont faits pour les investisseurs uniquement, ils ne sont pas faits pour les propriétaires occupants. Donc c'est un produit qui n'est pas forcément très facile à revendre derrière, sauf que le fait que ça soit un prix très faible fait qu'il y a énormément de gens qui peuvent l'acheter et donc qui vont l'acheter. Donc nous, on va se placer tout à fait en haut, c'est les investisseurs d'immeubles. Ici, on a un marché qui a un peu plus de connaisseurs, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup moins de concurrence. Peu de gens sont capables de mettre 300 000 euros en investissement, alors qu'avec le financement, on l'a vu juste avant, c'est le gros avantage, on peut aller sur des projets bien plus élevés. Donc on n'a pas de copro, gros avantage, hein. Si vous achetez plusieurs appartements séparés, vous avez à chaque fois une AG, une copro à régler, des petits problèmes de communication entre copropriétaires, hein, tout simplement, et régler plusieurs problèmes, alors que si on a l'immeuble complet, il n'y a absolument pas de copro à gérer et c'est beaucoup plus simple. Donc en termes de rendement, on a un rendement qui est bien plus élevé évidemment parce qu'on a un prix de gros, donc forcément on a un pouvoir de négociation qui est plus important. Donc au lieu du 6 ou du 7%, on peut monter sur du 10%, voire plus dans certaines villes. Donc aussi, on a une mutualisation des risques, hein, c'est-à-dire que si on a plusieurs appartements, si un seul se libère, on a un impact financier qui est moindre. Voilà, donc l'avantage principal de l'immeuble, hein, c'est tout simplement le rendement qui permet l'autofinancement. Alors il y a plusieurs types d'autofinancement, je ne vais pas détailler ici, mais nous ce qu'on cherche, c'est l'autofinancement total après impôt. Donc l'autofinancement, on va chercher à couvrir 100% des mensualités, 100% des frais et charges, 100% de la taxe foncière, 100% des assurances et 100% des impôts fonciers. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile à avoir, hein. Donc si on se rapproche de ça, c'est quand même intéressant. Je lis certaines fois sur certains blogs, si on n'a pas l'autofinancement total, c'est pas un bon investissement. Non, non, ça marche pas comme ça. Il faut savoir payer quelquefois pour investir. Alors pour trouver des immeubles de rapport, évidemment, on va faire un petit tour de France, hein, et on se rend compte tout simplement que les rendements sont vraiment très différents selon les villes. Donc on a des villes comme Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, où le prix est très très cher, on a une pression acheteuse très forte, donc on a eu des prix d'immobilier qui ont flambé. Le rendement, lui, il a baissé tout simplement parce que les loyers n'ont pas augmenté aussi vite que les prix. Et donc ça, c'est pas satisfaisant. Évidemment, si vous cherchez des rendements à 10% dans les grandes villes, c'est un petit peu comme chercher le mouton à 5 pattes. Donc si on regarde au niveau national, on se rend compte que certaines grandes villes sont inaccessibles. Par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est que certaines grandes villes sont très chères, mais par contre, les petites villes qui sont situées autour de ces grandes villes, elles sont beaucoup plus abordables en termes de prix, et on a des rendements qui sont plus intéressants, comme ici en vert, on est à 8 ou 9%, donc c'est quelque chose qu'on va rechercher. Alors là, on va prendre l'exemple d'Angers, on a le centre-ville, et on a la proche banlieue. Le cœur historique de ces grandes villes, généralement, est très dynamique parce qu'il attire énormément de gens de la première et la deuxième couronne des grandes villes et on va avoir une forte concentration des commerces. Voilà. Et donc ici, ça peut être intéressant d'investir dans les centres-villes, par contre, on aura un rendement très faible. Et dans la banlieue, finalement, on aura beaucoup moins de commerces. Les prix sont pas forcément moins chers, mais c'est pas forcément une bonne idée d'investir parce qu'on va avoir plutôt des cités dortoirs. Alors, pourquoi s'intéresser aux plus petites villes, hein, c'est tout simple. Ici, on le voit, on est suffisamment loin des grands centres-villes pour drainer finalement une population différente. C'est-à-dire qu'à part au moment des soldes, au moment des événements très spécifiques commerciaux,
on va avoir finalement une population qui va être drainée par ces petites villes. Donc on va avoir une structure des commerçants qui va être très équilibrée, c'est-à-dire qu'en fait on aura tout à disposition dans ces petites villes. Donc on va s'intéresser à ces petites villes en fait tout simplement parce que là on va avoir des rendements qui vont être de 7, 8, 9, 10% parfois. Et surtout, on va avoir quelque chose d'intéressant en termes d'investissement. Alors, quels sont les avantages de ces villes de taille moyenne? Tout simplement, on a un marché qui est plus confidentiel, hein, donc on a beaucoup moins de spéculation et de concurrence. Évidemment, un immeuble en plein centre-ville, ça attire l'attention. Quand on est dans des plus petites villes ou des villes de taille moyenne, on a moins de spéculation. La demande locative est identique, hein, on a des commerces, on a tout ce qu'il faut en termes de travail. Et par contre, on a une meilleure qualité des locataires. C'est-à-dire qu'en fait, dans les grands centres-villes, on va avoir quelque chose d'assez mixte. On va avoir beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens de passage, etc. Quand on est dans des villes de taille moyenne, on va avoir des locataires qui vont rester bien plus longtemps, ce qui est plus intéressant pour notre rendement. Au final, évidemment, on a des rendements bien plus élevés, on paye moins cher, on a moins de spéculation, on achète l'immobilier quasiment 2 fois moins cher quand on s'éloigne de 15-20 km, donc c'est quand même à prendre en compte. Les loyers sont pas forcément beaucoup plus bas, hein, ils baissent de 15 à 20% par rapport aux grandes centres-villes, voilà, hormis certains biens de très grande qualité. Alors maintenant, on va voir les 6 erreurs à éviter quand on veut investir dans un immeuble de rapport. Il y en a évidemment bien plus que ça, mais c'est les plus communes. Alors la première erreur qu'on peut faire en achetant un immeuble de rapport, c'est de ne regarder que le rendement. Donc on a certains marchands de sommeil qui vont acheter des immeubles, qui vont absolument faire aucun travaux, ni décoration, ni mise en valeur, et au final, ils risquent d'avoir des logements vides, et donc son rendement, lui, va chuter. Donc la deuxième erreur, c'est de mal préparer son projet, d'avoir suffisamment de cash pour investir. Donc si on prépare mal son projet, on va pas intégrer des travaux par exemple, on va pas faire le financement qu'il faut, on va pendant la phase de travaux payer des mensualités alors qu'on peut faire des différés d'emprunt. Voilà, donc au niveau financement, bien préparer son projet, c'est vraiment très important, ça permet de ne pas avoir de surprise en termes de coûts et en termes de financement. Donc la troisième erreur, c'est d'investir dans des immeubles avec trop de petits logements. Dans les années 80, c'était un peu une mode de prendre des grands logements, de les diviser pour les louer, et donc de créer des studios, des T1 bis, etc. Aujourd'hui, forcément, il y en a énormément, et c'est pas forcément la meilleure option parce que la population des étudiants et des jeunes travailleurs, c'est pas forcément la plus intéressante à avoir pour les investisseurs. Donc voilà, faire attention à ça. S'il y a un ou deux logements qui sont petits, comme des studios TT1 bis, etc., ça peut aller. Maintenant, vaut mieux éviter d'avoir trop de petits logements et aller plutôt sur les T2 et les T3. Ensuite, la quatrième erreur, c'est de ne pas rénover les logements, comme on l'a vu juste avant, c'est de vouloir faire des économies. Aujourd'hui, tout le monde regarde les émissions de déco et les locataires veulent de plus en plus des logements propres, modernes, et qui soit fonctionnel. Donc rénover devient obligatoire pour pouvoir avoir un rendement correct. Ensuite, la cinquième erreur, c'est de sous-estimer les travaux et les charges. Alors les charges, je parle des charges de copro, par exemple pour le chauffage, etc. Donc celles qui sont finalement à votre charge. Pour les travaux, c'est tout simple, si vous voulez que ça se loue, il faut que ça soit moderne, rénové, que ça soit fonctionnel et surtout que ça soit beau. Donc il n'y a pas de secret, les travaux, il faut bien les prévoir et surtout faire des devis par les artisans avant d'investir. Et la sixième erreur, c'est une erreur très commune qu'il faut absolument éviter, c'est le manque de liquidité. Manquer de liquidité, c'est pas très grave dans la vie courante. Par contre, quand on a un immeuble à gérer, il y a des petits travaux à prévoir tout au fil de la vie de l'investissement, c'est normal. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir une réserve de liquidité qui correspond à peu près à 6 mois, 1 an de loyer, qui permet d'être beaucoup plus sécurisé si vous avez des dépenses importantes à faire. C'est comme une entreprise, il faut savoir investir pour récupérer du rendement par ailleurs. Donc là, on a vu les 6 erreurs à éviter quand on investit dans un immeuble de rapport. Il y en a évidemment d'autres, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà, nous avons vu dans cette vidéo pourquoi vous ne pouvez plus compter sur notre système de retraite actuel. Les caisses sont vides, l'évolution démographique défavorable, et le montant des pensions risque de chuter de manière drastique à l'avenir. Comme nous l'avons vu, vous avez alors 3 solutions. 1. Vous ne faites rien et faites confiance au système.
2. Vous vous limitez à de l'épargne financière, ce qui n'est pas très efficace sur le long terme, nous l'avons vu, l'épargne n'étant qu'un moyen de stocker de la valeur. 3. Vous mettez en place une vraie stratégie de constitution de patrimoine grâce à l'immobilier. Et ce patrimoine vous permettra de générer des revenus complémentaires suffisants. En résumé, si vous souhaitez vous mettre à l'abri financièrement, évitez les pièges de la surconsommation. Achetez des actifs réels qui génèrent des revenus complémentaires, utilisez l'effet de levier du crédit au maximum et apprenez à construire votre propre patrimoine plus rapidement. L'objectif ici est de vous former sur le sujet et surtout d'agir. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour prendre une décision et choisir le meilleur investissement. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier à haut rendement ou sur les placements financiers, vous pouvez nous retrouver sur le site independancefinancière.fr. Vous y trouverez des articles, des simulateurs Excel et plein d'autres choses. En ce qui concerne la recherche d'immeubles, la gestion de patrimoine ou le conseil pour vos placements, vous pouvez nous retrouver sur le site westsider-finance.fr. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec moi et je vous dis à très bientôt.